Oui. Je veux d'abord remercier euh, le directeur des études pour l'époque moderne et contemporaine, Monsieur Gilles Derapert, de m'avoir facilité, disons, cette participation, mais particulièrement Hervé Georgelin et Madame Odette Varon-Vassar, qui ont bien compris les raisons impérieuses que j'avais de ne pas être sur place, alors que j'avais tant de raisons d'être sur place, non seulement par le thème qui depuis des années me captive, me passionne, mais aussi pour des raisons. J'avais déjà visité l'école française d'Athènes, c'était une bonne occasion de reprendre contact et j'ai des raisons familiales également de me, familiariser davantage avec Athènes. Alors, ce colloque également m'intéresse particulièrement parce que ma famille est d'origine smyrniote. Elle pratiquait le trilinguisme. On parlait trois langues dans la famille euh, avant 1922, disons avant l'Exode, c'est-à-dire l'arménien, le grec et le français. Et il s'est resté, disons, dans la famille, au moins au niveau de la génération précédente. Je suis moi-même familier plutôt avec le grec ancien et médiéval. Je voudrais rappeler également, puisque je fais un petit complément de présentation, puisque je n'avais pas donné ces éléments, que pour ce qui concerne les rapports entre Arméniens et Juifs, euh, mon père Charles Dédéian, avec qui Hervé Georgelin a eu de longs entretiens sur ce qu'il se souvenait de Smyrne, euh, avait fait partie de la résistance universitaire et c'était un réseau qui se trouvait à Rennes et qui était voué au sauvetage des Juifs. Et l'exemple le plus probant, c'était la seule chose que mon père racontait, c'était la sœur du grand psychiatre Serge Lebovic, Serge Lebovici, pardon, et mon père avait transformé sa carte d'identité en la grattant en Le Bovic, un nom bien breton. Et ce célèbre psychiatre était venu remercier ma famille. Et bien sûr, je me suis beaucoup familiarisé avec, disons, avec les Juifs dans le cadre de l'équipe d'accueil juif, arménien et chrétien d'Orient que j'ai co-dirigé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec mon ami Carole Yankou, avec qui je suis toujours en contact, ainsi qu'avec l'Institut Maïmonide que dirige son fils Michael. Et j'ai pris conscience d'une très grande complémentarité entre les Juifs, peuple de la Première Alliance, et les Arméniens, premier peuple officiellement chrétien, ce qui leur a permis de perdurer, d'avoir cette résilience extraordinaire. C'est d'abord une sorte d'énergie naturelle, mais leur foi qui sont complémentaires, absolument complémentaires, comme le manifestent bien les prénoms très souvent donnés dans les familles arméniennes. Je ne parle pas des prénoms, disons des prénoms juifs qui ont été en quelque sorte, si j'ose dire, christianisés, comme Jacques, Jacob, etc. Mais je vous donne un cas limite, un Arménien de Syrie, dont j'ai entendu parler récemment, s'appelait Israël. Et le dernier né de l'amicale arménienne de Montpellier s'appelle Enoch. C'est pour vous dire la proximité qu'il y a entre l'église arménienne et la synagogue. Mais c'est surtout sur les justes et gens de bien
que je dois m'étendre. Alors, le terme est un petit peu, le terme, disons, la qualification est souple parce que c'est très difficile de classer tel ou tel parmi les justes, tel ou tel parmi les gens de bien. Donc, nous laissons Agod Emirjan et le regretté Nabil Saleh, nous avons décidé de laisser le lecteur plutôt choisir, en l'orientant bien sûr, entre ces deux appellations. L'exemple le plus immédiat, même je dirais géographiquement, parce que il s'agissait d'un Nîmois, et c'est celui de Bernard Lazare, un poète, un poète qui était en relation Charles, avec Charles Péguy. Il était je dirais, de confession juive. Je ne dis pas de religion, c'est peut-être pas respectueux, je dis de confession, comme pour les chrétiens. Il était de confession juive et il a pris conscience de son identité en entendant parler des pogroms qui avaient lieu, entre autres, aux dépens des Juifs de Roumanie. Il avait la souffrance arménienne en miroir de la souffrance juive. Mon ami Karl Yankou a remarquablement écrit sur Bernard Lazare. Bernard Lazare a eu le courage, l'audace de rompre avec Theodor Herzl et le sionisme après que Herzl ait en quelque sorte échangé, négocié avec Abdul Hamid II, l'auteur des euh, massacres arméniens de 1894-1896, disons, c'est une phase génocidaire qui commence. Euh, il, Bernard Lazare appelait plutôt disons, les écrivains de l'époque, les arménophiles, appelaient Abdulhamid II le grand seigneur, Saigner. Charles Péguy, le grand poète chrétien, catholique, mort à la guerre, considérait Bernard Lazare comme un véritable saint. Un cas très frappant également, peut-être celui qui m'a le plus frappé personnellement, est celui de la fratrie Aronson, originaire de Roumanie. Et j'aborde ici une page qui, à mon avis, est méconnue disons, des spécialistes, c'est-à-dire le fait que l'élite juive de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et au-delà, a pris conscience d'une solidarité de destin avec les Arméniens. Et je dis par parenthèse qu'il ne faut pas, il faut décontextualiser les histoires arméniennes et juives sur un plan chronologique plus large, parce que parfois les alliances sont différentes, mais le fond de la solidarité, les raisons de la solidarité sont les mêmes. Donc, euh, la fratrie Aronson était originaire de Roumanie. Aronson était un agronome de génie. Il fut encouragé par le baron Edmond Rothschild à créer une colonie agricole en Palestine. Je rappelle qu'à cette époque, il y a véritablement une élite juive économique, intellectuelle, artistique qui se dégage, euh, disons, dans le monde occidental, en France en particulier, et aux États-Unis, bien sûr.
Donc, il crée une colonie agricole en Palestine et elle devient bientôt le centre du réseau d'espionnage Nili qui travaillait au bénéfice des Alliés. Car les sionistes créaient à cette époque, en particulier pour le foyer juif de Palestine qui est en germe, que les Turcs, les jeunes Turcs, le parti au pouvoir, qui avait succédé au sultan, euh, ne s'en prennent aux Juifs comme ils s'en étaient pris aux Arméniens. Aaron Aronson, qui faisait assez périodiquement le trajet entre la Palestine et puis Constantinople, euh, fut bouleversé à la vue des horreurs de la déportation des Arméniens en 1915-1916. Et ceci l'amena à se faire le conseiller. Ça n'était pas, comment dirais-je, labellisé par les Alliés, mais il l'a fait en toute tranquillité de conscience. Et c'est tout à fait sa conscience a parlé. Il s'est fait le conseiller du grand diplomate au service de l'Égypte à cette époque. Boros signifie Paul, Boros Nubar Pacha, il avait un titre d'une grande famille arménienne, descendant de princes arméniens, qui était le délégué des Arméniens à la conférence de la paix qui allait se tenir en 1920. Il lui envoyait régulièrement des missives en lui faisant des recommandations. Mais disons, de la fratrie Aronson, il y a également un Alexandre Aronson, si je me souviens bien du prénom, c'est bien ça, qui milite auprès des Juifs et des États-Unis pour, et pas seulement des Juifs, du gouvernement également, pour prôner l'alliance des États-Unis avec les Alliés, avec l'entente. Donc, il vise en particulier, bien sûr, ses coreligionnaires. Le personnage le plus émouvant, c'est la sœur d'Aaron et d'Alexandre, Sarah, née en Palestine, devenue chef du réseau Nili, qui elle aussi faisait des déplacements entre Alep et Constantinople, et qui est devenue, je ne mets aucune connotation, comment dirais-je, péjorative, c'est comme le père Comitas. Elle est devenue folle à la vue des souffrances qu'elle a observées, relevées parmi les déportés. Et quand on voit les photos qui ont été montrées tout à l'heure par M. Tal Brutman, qui sont également bouleversantes. Ce ne sont que des photos, mais on peut se rendre compte du degré d'émotion que cela a créé chez Sarah Aronson. Les Turcs menaçant le foyer de Palestine, le foyer Nili, peut-être à cause de ses accointances avec les Alliés, elle est capturée. Elle est capturée par les Turcs, par les jeunes Turcs. Elle est torturée pour son refus de trahir les secrets de Nili et de livrer ainsi, disons, certains responsables arméniens ou certains responsables juifs. Et torturée, elle criait, vous payerez, vous payerez le crime commis à l'encontre des Arméniens. Elle n'arrêtait pas de crier en se rappelant dans sa déraison
les atrocités qu'elle avait vues sur la route Alep-Constantinople. Elle finit par se suicider avec une arme qu'elle avait cachée sur elle. Très célèbre également est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Constantinople de 913 à 900, de 1913 à 1916, euh, Henry Morgenthau, qui dénonça sans relâche à son gouvernement les crimes du triumvirat jeune turc responsable du génocide et dont le principal instigateur était Talat Pacha. Il a relaté dans ses mémoires ses entretiens dramatiques avec Talat Pacha. Parmi les, parmi les juristes, on peut on peut citer euh, le juif russe André Mandelstam, un grand aristocrate qui, après la Révolution, s'est réfugié en France. Et si je puis risquer une confidence familiale, il faisait une cour, comment dirais-je, très respectueuse à l'une de mes tantes qui était beaucoup plus jeune que lui et très belle. Et cette cour restait dans des limites, je dirais, du raisonnable pour un homme il avait à cette époque 80 ans et une toute jeune femme. Mais c'est assez émouvant. J'ai des livres qui sont dédicacés à cette tante que j'appréciais beaucoup. Donc, André Mandelstam a publié une série de livres en français euh, justifiant les revendications des Arméniens au point de vue territorial, justifiant également leur demande d'indemnisation, de récupération des biens. Il s'est engagé pas à fond pour, je dirais, la cause arménienne d'une manière qu'on oublie un peu maintenant et que je tiens à rappeler. Juriste, il s'est beaucoup attaché euh, non seulement à dénoncer les crimes, mais aussi les usurpations de biens effectuées par les jeunes Turcs. Je voudrais encore citer dans cette solidarité judéo-arménienne le célèbre Raphaël Lemkin, qui était procureur en Pologne d'abord, qui avait dû se, se réfugier aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, après avoir participé à la résistance. L'élément déterminant pour disons, sa définition du crime contre l'humanité, c'est le fait qu'en 1921, il se trouvait à Berlin. Il avait assisté au procès de Soromon Salomon, encore un nom caractéristique de Soromon Salomon, Soromon Tellerian, dont la famille avait été
exécutés par les jeunes Turcs lors du génocide. Un certain nombre d'auteurs du génocide condamnés par contumace. Euh, Lorsque les Alliés, entre 1918 et 1920, occupaient Constantinople, les protestations, je dirais, plutôt la reconnaissance du génocide par les autorités sultaniennes se faisait sous la pression de l'occupation de la capitale par les Alliés. Et puis aussi dans le but de faire bonne figure euh, au moment, disons, des discussions, des réparations à consentir. Donc, Soromon Télérian euh, était donc à Berlin. La plupart des auteurs du crime étaient ailleurs, et entre autres à Berlin également. Et il s'était attaché au pas de Talat Pacha. Et ayant bien repéré ses habitudes, il l'exécuta de son revolver. Ce n'était pas un acte de folie, car il fut acquitté. Le tribunal allemand, l'acquitta, mais pas pour avoir euh, été un vrai justicier, mais pour raison de folie. Or, ce roman de Tellerian n'était pas fou du tout. Il, euh, il avait agi sur ordre parce que après le génocide, il y a eu une série de justiciers qui ont exécuté un certain nombre de responsables du génocide, y compris un traître arménien. Donc, cela, cet acquittement a donné à réfléchir à Raphaël Lemkin. Réfugié aux États-Unis, il est devenu un juriste reconnu internationalement et il a cherché un terme pour définir le crime contre l'humanité dont avait été victime le, le peuple arménien dans l'Empire ottoman. Finalement, après la Shoah, il a défini le, il a créé le concept de génocide, crime intentionnel et programmé contre un groupe humain, du mot grec génos, euh, race, peuple, et caedere, latin, tuer. Donc, je pense que les Arméniens ont une dette très importante vis-à-vis de Raphaël Lemkin, et je dirais même l'humanité tout entière. Et j'ai lu plus tard que lors de ses obsèques, il y avait quelques personnes et c'est tout. Nous avons à Montpellier la famille, enfin les descendants de ceux qui ont abrité ce Roman Tellerian pendant plusieurs années au Maroc. Il faudrait citer, citer encore, euh, alors, il y a bien sûr, euh, et je tiens à le dire particulièrement
Je veux dire également que l'Institut Lemkin, actuellement fidèle à sa vocation, euh, tire une sonnette d'alarme sur la situation de l'Arménie, où il craint qu'il y ait un achèvement du génocide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Lemkin. Donc, je pense que c'est à prendre au sérieux. Donc, il y a eu également des... Il y a eu également, plus tard, le grand romancier Franz Werfel, auteur des 40 jours du Moussadar. Franz Werfel, c'était donc un romancier qui vivait en Autriche. Il était juif. À partir du moment où il a publié son roman, il s'est fait traiter par, je dirais, les futurs nazis. Il s'est fait traiter de juif arménien, euh, ce qui est flatteur. Mais à l'époque, c'était, ça passait pour infamant. Donc il s'est réfugié aux États-Unis. Euh, et il a écrit les 40 jours du Moussadar. Le Moussadar, la montagne de Moïse, c'était une enclave dans la baie d'Alexandrette, la corne nord-est de la Méditerranée, où les Arméniens s'étaient réfugiés en nombre parce qu'ils avaient deviné que l'ordre de déportation qui avait été présenté par les jeunes Turcs, simplement comme un ordre de transfert pour se protéger d'éventuels bouleversements ou tempêtes politiques, etc. Bon, les Arméniens de Mousadar avaient très bien compris, les Arméniens de la plaine plutôt avaient très bien compris ce que cachait ce déplacement. Donc, ils se réfugièrent sur la montagne de Moïse, le Moussadar, et ils résistèrent pendant, non pas pendant 40 jours, comme c'est le titre du roman de Franz Werfel, mais pendant 55 jours à une armée turque infiniment, infiniment plus nombreuse, des milliers d'hommes avec de l'artillerie, alors qu'ils étaient, quant à eux, euh, peut-être, euh, je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais euh, quelques 5000 combattants avec des femmes et des enfants. C'est une page héroïque de l'histoire de l'Arménie pendant le génocide. Et ce, ce livre, Les 40 jours du Moussadar, qui n'a jamais pu susciter un film à cause d'empêchements, je dirais, politiques venus d'où l'on sait, euh, les, les résistants juifs des ghettos d'Europe centrale se le disputaient pour stimuler leur courage. Je veux parler aussi, bien sûr, des justes musulmans. Et là, j'en rends hommage à l'un des co-auteurs récemment décédé de notre livre, Nabil Saleh, euh, de, de- un avocat, un juriste de réputation internationale dont la mère était maronite. Dans la mère était arménienne et le père libanais, maronite sans doute, car
connaissait admirablement, je dirais, la loi musulmane et il a su définir la notion de justice dans le droit musulman. En turc, la notion d'adalet. Les critères sont un peu différents. Il y a des critères disons, occidentaux, mais on aboutit à la même chose, c'est-à-dire une interpellation de la conscience. Et les musulmans qui ont dénoncé, qui ont refusé d'exécuter les ordres de la déportation, on fait appel à leur conscience. Ils le disent, ma conscience ne veut pas accepter un ordre qui déporte des innocents. Parce que les jeunes Turcs étaient complètement athées. Euh, mais ils ont exploité je dirais, ils ont exploité chez des paysans, chez des tribus euh, kurdes entre autres, euh, c'est frustes. Beaucoup de paysans turcs avaient vécu en bon voisinage avec les Arméniens. Donc le fanatisme a été exploité et c'est un appel, c'est l'appel à leur conscience de musulmans. Ma loi m'interdit euh, de, de m'en prendre à à des innocents. Et en fait, les Arméniens étaient innocents. Il y avait bien, pour être exact comme historien, il y avait bien disons, dans l'armée russe à cette époque euh, euh, une, des volontaires arméniens. Mais, disons, leur poids était infime et ne justifiait en aucune façon, je dirais, qu'on accuse les Arméniens d'être une cinquième colonne. Et Enver Pacha, le commandant des troupes turques, avait reconnu lui-même que les Arméniens de l'Empire ottoman avaient, d'une manière euh, générale, fait leur devoir, répondu à la mobilisation. Donc c'est un argument au passage qu'il faut balayer. Alors parmi eux, euh, peut-être celui qui me touche le plus et qui touchera le plus nos collègues qui s'occupent des rapports entre la politique et le témoignage et la littérature, c'est le poète Alan Faik Ali Azansoy, qui était le Moutessarif, peut-être le maire de Kütahya, s'est conformé à la loi musulmane et aussi a voulu respecter l'honneur de sa famille. Parce que les Turcs, beaucoup de Turcs avaient le sens de l'honneur, mais plaçaient mal justement cet honneur. Donc il a empêché la déportation des Arméniens euh, de Kütahya, euh, s'étant absenté pendant le génocide de Kütahya, donc à l'ouest de la Turquie, là où on fait des céramiques admirables. Le chef de la police de Kütahya avait offert aux Arméniens le choix entre se convertir à l'islam ou être déporté. Alors, à son retour, euh, Faik Ali Azansoy découvre la conversion en masse des Arméniens et démet immédiatement le chef de la police.
Il demande aux Arméniens s'ils veulent vraiment demeurer musulmans et tous choisir de revenir au christianisme. À la fin des persécutions, les Arméniens voulurent démontrer leur gratitude au gouverneur de Kütahya et lui offrir une énorme somme d'or pour le remercier. Il refuse et il donne, il demande qu'on utilise, c'est la somme qu'on voulait lui offrir pour le secours des Arméniens. Monsieur de Dayan, je m'excuse, mais comme on a un horaire aussi un peu dépassé, euh, si vous arrivez vers... Je pensais avoir commencé à 2 heures, mais vous êtes un meilleur chronomètre que moi. Donc sûrement on a voilà perdu. le cas. Alors je voudrais simplement rappeler 2 exemples musulmans. Les Yézidis, hein, c'est tenant d'une religion syncrétiste mais tolérante, euh, qui a été victime d'ailleurs, les Yézidis ont été dans les dernières années victimes des violences de Daesh. Les Yézidis du massif du Sinjar ont protégé les Arméniens qui s'étaient réfugiés auprès d'eux, ou disons à ses risques et périls. Et il y a également, outre les Yézidis, il faut citer euh, le Faik El Hussein, qui est une des figures de la révolte arabe et qui était un fonctionnaire ottoman d'abord et qui a sauvé des Arméniens, qui a témoigné en leur faveur. Et je crois que parmi les musulmans, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des Kurdes également. Nous avons à Montpellier une jeune femme dont la famille a été sauvée par des Kurdes. Et les Kurdes actuellement et les Arméniens euh, tentent d'assurer leur survie, disons. Voilà en gros ce que je voulais dire. Il y aurait eu beaucoup à dire sur les justes musulmans ils ont réellement risqué leur vie et certains ont été exécutés. Donc, merci pour votre attention, pour votre écoute.